Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais traiter d'une affaire plus courte que d'habitude, mais qui me laisse très perplexe de par la violence inouïe des meurtres qui ont été commis et le manque de pistes concernant celle-ci. Cette affaire s'est déroulée en 2014, donc elle reste assez récente et j'espère que vous ne la connaissez pas déjà. Mais avant de commencer cette affaire, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Shirley et Russell Dermond. Shirley Wilcox a épousé Russell Dermond, un vétéran de la marine, le 15 décembre 1950. Les photos de ce jour mémorable pour ces jeunes gens montrent le jeune et beau couple souriant le jour de leur mariage. Ils espéraient que l'avenir serait radieux pour ce couple profondément amoureux. Et ils ont eu en grande partie raison. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, 3 fils et une fille, qui ont eu eux-mêmes 9 enfants, ce qui donne beaucoup de joie et de bonheur pour le couple Dermond, devenus de grands-parents prêts à choyer leurs petits-enfants. Malheureusement, l'un de leurs fils qui s'appelait Mark est tragiquement décédé lors d'une fusillade à propos d'un trafic de drogue dans la ville de Atlanta, et ça a été une énorme peine pour cette famille. Les Dermond étaient d'ailleurs une famille très religieuse qui donnait la priorité à la famille par rapport à tout le reste. C'est l'une des raisons pour laquelle, en été, les enfants et les petits-enfants se rendent au lac Oconee pour assister au camp d'été et rendre visite à leurs grands-parents. En effet, Russell et Shirley avaient une vie riche et ne se contentaient pas de simplement s'asseoir autour de leur maison. Russell était un passionné de golf, tandis que Shirley était une écrivaine et une artiste passionnée qui aimait également faire passer le temps en complétant ses mots croisés. Et cette vie, ils ont réussi à l'avoir grâce au dur labeur de Russell. Dans sa jeunesse, l'homme était un homme d'affaires prospère qui possédait plusieurs restaurants hardis à Atlanta jusqu'à sa retraite en 1994. Après que l'homme se soit éloigné du monde du travail, il a déménagé avec sa femme à Eatonton, en Géorgie, où le couple a construit une maison d'un montant faramineux d'1 million de dollars dans le lotissement Great Waters de Reynolds Plantations, sur un terrain boisé surplombant le lac Oconee. La maison était dans un cul-de-sac et de cette manière, le vieux couple avait une intimité totale pour accompagner leur vue à couper le souffle sur l'eau. Ils étaient extrêmement chanceux. Ils ont une très grande maison, beaucoup d'argent qui peut leur permettre de faire absolument tout ce qu'ils veulent, que ce soit pour des vacances, des loisirs, se faire plaisir en règle générale. Leur famille est en sécurité, ils ont des enfants, des petits-enfants, tout le monde est en bonne santé et heureux. Que demander de plus finalement? Ils savaient pourquoi ils avaient travaillé avec acharnement toute leur vie, et étaient donc très heureux. La seule erreur que Russell et Shirley, âgés respectivement de 88 et 87 ans, ont commise, était de croire que leur manoir était une forteresse qui les garderait en sécurité jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de les appeler. Nous sommes alors au mois de mai 2014, et alors que certains endroits du nord-est faisaient encore face à des journées ainsi qu'à des nuits froides, l'air était déjà très chaud et humide en Géorgie. Les Géorgiens nageaient depuis quelques jours dans leur piscine de leur cour arrière, et il ne fallut pas longtemps avant que les touristes n'envahissent le lac Oconee, qui était un lieu très touristique. Et il y a de quoi, c'est un endroit très joli, très convivial, donc les personnes aiment bien s'y rendre pour y passer un bon moment. C'était d'ailleurs l'une des meilleures périodes de l'année pour le visiter, juste avant que les températures n'en montent encore plus et que l'humidité devienne lourde à porter sur nos épaules. Russell a donc été vu pour la dernière fois le 1er mai 2014, alors qu'il faisait des courses à Eatonton. Avec sa femme Shirley, il a parlé avec son fils Brad au téléphone un petit peu plus tard dans la journée. Les Dermond devaient assister à une fête pour le Kentucky Derby de 2014, le week-end suivant, avec leurs voisins, qui se sont évidemment inquiétés lorsque le couple ne s'est pas présenté à cet événement. C'est alors que le 6 mai 2014, un voisin s'est donc rendu chez le couple pour voir si tout va bien.
S'il se passe quelque chose, s'ils sont malades, s'ils ont besoin d'aide, il y va avec des sentiments qui sont purs. Le voisin avec des amis ont fait un petit peu le tour de la maison, le tour de la propriété, ils n'ont pas trouvé ces deux vieilles personnes. Alors, eh bien, celui-ci qui avait trouvé la porte déverrouillée de l'entrée est rentré dans la maison pour voir à l'intérieur cette fois-ci s'il n'y a pas quelqu'un, s'il entend quelque chose, bref, voir si tout va bien. Et c'est là, en fait, en fouillant toute cette maison, qu'il va tomber sur le corps décapité de Russell, qui a été retrouvé sur le sol de son garage, allongé dans une petite mare de sang. Le matin du 6 mai 2014, un appel a été reçu au service d'urgence du comté de Putnam de la part d'une femme désemparée et essoufflée. La femme explique dans la panique qu'elle a besoin d'une ambulance puisque quelqu'un est mort, répétant alors « Oh mon Dieu » à plusieurs reprises. Et il y a de quoi, cette femme était complètement choquée, tétanisée, ils sont plusieurs là devant cette maison à se rendre compte que l'un de leurs amis est totalement décapité. Très rapidement, le shérif Howard Sills a été informé que plusieurs personnes étaient mortes à l'adresse des Dermond et qu'il fallait se rendre rapidement sur place. Et oui, il a reçu comme quoi plusieurs personnes étaient décédées, mais pourtant nous n'avons trouvé qu'une seule personne, Russell. À son arrivée, le shérif Sills ainsi que son équipe ont directement fouillé l'immense demeure de 4 chambres et 5 salles de bain, et ce que les policiers ont trouvé très étrange, c'est que la maison était immaculée. Les seules choses déplacées semblaient être le lit non fait des Dermond et l'un des mots croisés incomplets de Shirley qui traînait sur la table de la cuisine. Ce qui semble tout de même assez étonnant pour une scène de crime aussi horrible que d'avoir un homme qui est décapité. Et en effet, dans le garage se trouve le corps allongé, mort et sans tête de Russell Dermond. L'agent Sills a alors déclaré qu'il n'y avait eu aucun signe de lutte, qu'il était donc évident pour lui que la décapitation avait été faite post-mortem, en rajoutant d'ailleurs que si vous aviez déjà vu une plaie artérielle, eh bien on sait qu'elle jaillit de sang un petit peu partout, enfin c'est une artère, c'est normal, le sang y passe, donc il y a énormément de sang qui gicle, et que là, eh bien sur cette scène de crime, ça n'est absolument pas le cas. Constatant que les auteurs du crime n'étaient plus à l'intérieur, l'enquête a alors officiellement commencé. Celui qui a tué Russell avait placé des serviettes autour de la flaque de sang entourant son corps pour l'empêcher de s'infiltrer sous la porte du garage et sur l'allée. Donc, ça signifie qu'il était très clair pour le shérif Sills que le ou les meurtriers voulaient s'assurer que le meurtre passerait inaperçu le plus longtemps possible. Puis, en continuant l'enquête, les forces de l'ordre ont découvert une autre chose suspecte dans la maison, ou surtout ne l'ont pas découvert, et bien c'est Shirley, qui était portée disparue. Lorsque la police n'a pas été en mesure de localiser Shirley à l'intérieur de la maison, il a d'abord été soupçonné qu'elle avait été enlevée par les agresseurs. Et parce qu'elle était portée disparue, les enquêteurs se sont même demandé à un moment si elle pouvait, éventuellement, être impliquée dans le meurtre de son mari. Et l'accent dans cette affaire est bien mis sur le mot « impliqué », et non qu'elle l'aurait elle-même commis, puisque, soyons honnêtes, personne ne croyait qu'une femme de 88 ans serait capable de couper la tête de quelqu'un. Cependant, cela ne signifiait pas pour autant qu'elle n'avait pas d'une manière ou d'une autre convaincu quelqu'un de tuer son mari. Mais eh bien, ça reste tout de même assez improbable et impensable. C'était un c'était un vieux couple qui s'aimait depuis tellement tant d'années, qui n'avait qu'un but, c'était de vieillir et de finir leurs jours ensemble. Donc pourquoi subitement elle aurait choisi de le tuer? Et pour l'argent, ce serait vraiment un drôle de motif tout de même. Elle aussi est fortunée, et s'il venait à divorcer, elle aurait suffisamment d'argent pour pouvoir terminer ses jours toute seule. Donc c'est vachement étonnant, et les policiers ne comprennent pas pourquoi elle n'est pas là. Et donc, selon les enquêteurs en charge de l'affaire, soit elle aurait quelque chose à voir avec le meurtre de son mari, soit elle a tout simplement été enlevée par les ravisseurs. Mais encore une fois, pourquoi aurait-il enlevé une vieille dame de 88 ans? Quoi qu'il en soit, le crime aurait pu passer inaperçu encore plus longtemps si les amis de ce couple ne s'étaient pas préoccupés par le fait que Russell et Shirley ne se soient pas présentés à une fête du Kentucky Derby le 3 mai. Selon le shérif, la personne qui a décapité Russell savait pertinemment ce qu'elle faisait et aurait même pris son temps à faire cet acte horrible puisque la coupure était vraiment une coupure très belle et nette. Les tests ont ensuite révélé la présence de résidus de coups de feu sur la chemise de Russell, suite à quoi, eh bien, les policiers ont supposé que la cause de sa mort était une balle au niveau de la tête. Sûrement la raison d'ailleurs pour laquelle la tête de Russell avait été enlevée pour empêcher la police de pouvoir traquer cette balle, et donc de potentiellement retrouver à qui appartient l'arme du crime et
retrouver donc cette personne. L'idée d'une personne abattue et décapitée est assez effrayante comme image, mais sans aucun signe de Shirley dans ou autour de la maison, une terreur froide a rempli les amis et les enquêteurs du couple. Celle-ci a-t-elle été enlevée? Quelqu'un tenait-il Shirley contre sa volonté? Est-ce qu'elle était torturée? Ou est-ce qu'elle était déjà morte? Eh bien, personne ne le savait. Et ne pas connaître le sort de Shirley semblait en quelque sorte encore plus horrible que de connaître le destin macabre qu'avait rencontré son mari. La photo de Shirley a immédiatement été transmise à la presse et les panneaux d'affichage de tout l'État pour demander à toute personne ayant des informations de se manifester. Très rapidement, le FBI s'est impliqué dans cette affaire, ainsi que d'autres organismes d'application de la loi. Bref, tout a été mis en œuvre pour pouvoir retrouver cette femme et potentiellement, l'agresseur de ce couple. Des chiens pour tenter de retrouver la pauvre femme ont été utilisés, les laissant renifler le parfum de Shirley dans l'espoir que ça les mène quelque part. La crique qui entoure la maison des Dermond a également été fouillée, mais toujours aucun signe de la vieille femme. L'équipement le plus sophistiqué a été amené pour fouiller les profondeurs du lac Oconee, qui a une profondeur de 18 mètres, mais malgré les efforts des enquêteurs, il n'y avait aucun signe de cette vieille femme. Et c'était très inquiétant pour tous les habitants du quartier, les enfants et les petits-enfants de cette femme, puisque tout le monde a peur, c'est la panique un petit peu partout, et surtout on s'inquiète pour cette vieille femme, on se demande ce qui lui arrive, est-ce qu'elle est en bonne santé, est-ce qu'on peut encore la sauver, et il n'y a aucune réponse à tout ça. Puis, 10 jours après la découverte du corps de Russell Dermond, 2 pêcheurs ont fait leur propre découverte. Une découverte qui est vraiment horrible. C'était le corps d'une femme flottant face vers le bas dans le lac. Ses chevilles avaient été grossièrement attachées à des blocs de ciment et le corps en décomposition était complètement gonflé, ce qui l'a d'ailleurs fait flotter à la surface. Ce corps, vous vous en doutez, sinon je n'en parlerai pas ici, est celui de la pauvre Shirley. La cause du décès était un traumatisme contondant à la tête et le coroner a déterminé qu'elle avait été placée dans l'eau après sa mort. Donc le fait de la mettre dans cette eau était une technique de dissimulation du cadavre. Le décès de Shirley avait été extrêmement brutal. Les coups qui avaient été donnés à sa tête lui avaient carrément brisé des os du crâne. Celui qui l'a tuée l'a ensuite abandonnée pas très loin de chez elle, puisque le corps a été retrouvé finalement à moins de 5 km de son domicile. Et là encore, on se pose la question de pourquoi celle-ci n'a pas été tuée chez elle et pourquoi elle n'a pas été retrouvée à son domicile. La violence des meurtres, associée à l'incroyable propreté de la maison des Dermond, a conduit les enquêteurs à croire que, peut-être, le couple n'avait finalement pas été tué dans la maison. Le shérif Sills a dit à plusieurs reprises à son équipe de chercher des empreintes digitales dans la maison, d'utiliser le luminol pour trouver du sang qui avait été nettoyé, et malheureusement, il n'avait absolument rien, aucune preuve ni quoi que ce soit. Ils ont fait le tour de toute la propriété, retourné toute la maison pour essayer et réessayer encore et encore de trouver des preuves, mais visiblement, tous les indices qui ont pu être sur place leur ont échappé, puisqu'ils n'ont rien trouvé. Il n'y avait d'ailleurs aucune preuve d'un cambriolage non plus, puisque rien n'a été volé. Donc la question que tout le monde se pose est, quel est le motif des meurtres? Qui a bien pu vouloir tuer ces 2 vieilles personnes, qui visiblement n'avaient pas d'ennemis, n'avaient rien demandé à personne? C'est alors que le shérif Sills a bien eu quelques idées, mais c'est tout ce qu'elles sont, des idées. Il pense que quelqu'un aurait pu éventuellement venir à la maison pour chercher quelque chose que les Dermond n'avaient finalement jamais eu, comme par exemple un coffre-fort, éventuellement. Ou peut-être voulait-il quelque chose auquel les Dermond ne pouvaient pas accéder. Et à ce jour, le shérif pense que plus d'une personne a été impliquée dans les meurtres et que le couple connaissait probablement leur tueur. Mais, on est bloqué à là. On n'en sait absolument pas plus. Et pour autant qu'on puisse dire, les Dermond n'avaient, du moins la connaissance de leurs proches, pas d'ennemis dans leur entourage. Ils étaient un couple calme, qui était assez âgé, 88 et 87 ans. Malheureusement, on est plus proche de la fin que du début de sa vie. Et donc, beaucoup de personnes se demandent qui aurait pu vouloir tuer ces vieilles personnes à cet âge-là. C'est vraiment incompréhensible. Donc avec le peu d'indices qu'ils avaient, les enquêteurs se sont d'abord penchés sur les enfants du couple, Keith, Bradley et Leslie. Mais le shérif a déclaré que les enfants des défunts étaient très coopératifs avec les forces de l'ordre, chacun a volontiers accepté de passer un test de polygraphie, et ils ont tous réussi ce test avec brio. De plus, le shérif savait que Keith, Bradley et Leslie n'étaient nulle part près de la maison de leurs parents au moment des meurtres et qu'ils avaient chacun un alibi solide. Et quand bien même certains pourraient penser qu'ils avaient
probablement voulu tuer leurs parents pour avoir une somme d'argent, parce que potentiellement eux avaient des problèmes. Bah, ce n'est absolument pas le cas, ils étaient tous à l'abri financièrement, leurs parents avaient toujours été très généreux avec eux, ils avaient tous de grandes maisons, un bel avenir, bref, ce n'est clairement pas pour l'argent qu'ils auraient pu éventuellement tuer leurs parents. Les enquêteurs espéraient par la suite récupérer des informations via les caméras de surveillance qui sont à l'entrée de Great Waters. Mais dans une cruelle tournure du destin et des choses, eh bien une tempête électrique les avait éteintes juste avant les meurtres. Ce qui semble tout de même assez étonnant, mais malheureusement, pour le coup, c'est vraiment le fruit du hasard. Ou alors, est-ce que les meurtriers ont profité de ce fameux hasard pour s'en prendre à eux? Ça aussi, c'est une question qu'on peut éventuellement se poser, mais malheureusement, encore une fois, tout ça ne reste que des éventualités et des théories. Et d'ailleurs, nous allons à présent éplucher toutes les théories qui tournent autour de cette affaire. Le mauvais endroit, au mauvais moment, tout simplement. Et si les meurtres n'étaient rien de plus qu'un meurtre au hasard? Tout est possible, bien sûr, même la possibilité d'un tueur en série qui a vu une opportunité et qui s'est jeté dessus. Cette théorie, cependant, est le scénario le moins probable selon les enquêteurs, bien qu'elle pourrait expliquer pourquoi tout à l'intérieur de la maison était à sa place et qu'il n'y avait aucun signe de lutte. Personnellement, je ne sais pas s'il faut vraiment croire en cette théorie. Effectivement, c'est tout à fait possible qu'un tueur en série ou juste un tueur tout court soit arrivé dans cette maison et assassiné Russell, mais d'un côté, pourquoi se donner autant de mal pour faire disparaître la tête, faire en sorte qu'il y ait le moins de traces possible, avoir kidnappé la femme, l'amener assez loin pour pouvoir la tuer et l'acheter? Ça ressemble tout de même assez étrange. Mais c'est une théorie qu'il faut garder en tête. La deuxième théorie serait que quelqu'un voulait quelque chose que les Dermond n'avaient finalement pas. Les enquêteurs ont concentré une grande partie de leur attention sur la richesse de Russell et Shirley Dermond. Avant que Russell ne soit propriétaire de 19 franchises Hardee's à Atlanta, il avait été cadre pour un fabricant d'horlogerie à New York. À leur mort, Russell et Shirley avaient une valeur nette d'environ 1,5 million de dollars. On peut dire clairement qu'ils vivaient confortablement et qu'ils avaient beaucoup d'objets en leur possession. Mais ils n'étaient pas obscénément riches et ils n'ont pas fait tout leur possible pour afficher leur richesse. Au contraire, ils n'ont pas gardé des objets d'art ou de choses assez précieuses, d'argent dans leur maison, mais cela ne signifie pas que quelqu'un n'a pas supposé qu'ils gardaient de telles choses dans leur propriété et qui a voulu, malheureusement en profiter d'une manière criminelle. Il est tout à fait possible que les Dermond soient rentrés à la maison ou se soient réveillés et qu'ils aient perturbé un cambriolage, et de cette façon, le ou les tueurs ont menacé le couple d'une violence extrême s'ils ne donnaient pas ce qu'ils voulaient, et lorsqu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de butin, ils ont tué les Dermond en étant totalement en colère, d'être tombés sur la mauvaise maison. C'est d'ailleurs ce que pense le shérif Stills concernant cette affaire, qui dira d'ailleurs ceci. Je pense toujours que c'était une sorte d'extorsion, de vol que les Dermonds n'avaient pas ou n'avaient pas accès à quelque chose que quelqu'un voulait. Je crois toujours qu'il y a plus d'un auteur qui est impliqué. Je crois également que Shirley Dermond n'a pas été assassinée ici dans leur maison, mais plus important encore, je crois toujours que quelqu'un le sait et il doit nous le dire. La troisième théorie, ce serait tout simplement une rancune avec d'autres personnes. Il semble que celui ou celle, éventuellement, qui a tué Russell et Shirley était visiblement très énervé. Et c'est assez facile à savoir vu la violence des actes qui ont été commis ce soir-là. Peut-être que le ou les tueurs étaient en colère contre quelque chose de beaucoup plus personnel qu'un manque d'objets volables dans la maison. Peut-être que quelqu'un avait longtemps eu de la rancune contre les Dermonds et a finalement eu l'occasion d'agir sur leur haine et leur colère. Mais tous ceux qui connaissaient Russell ont dit qu'il était un homme droit et fiable, et non quelqu'un qui pouvait contourner la loi ou frauder les autres. Personne ne pouvait penser à une dette impayée qu'il aurait pu éventuellement avoir ou à des transactions commerciales passées qui étaient louches, mais cela ne signifie pas que ces choses ne se seraient pas passées dans l'ombre. Et peut-être finalement que tout ça était lié à des affaires un petit peu louches avec lesquelles Russell aurait pu avoir lors de sa jeunesse en tant qu'homme d'affaires. Pourtant, si c'était le cas, soyons honnêtes, les enquêteurs les auraient sûrement découverts depuis bien longtemps. Certains se demandent finalement si l'implication de Mark Dermond, donc leur fils décédé qui traînait dans la drogue, a joué un rôle dans la mort de ses parents. Mais Mark n'était simplement qu'un toxicomane, il n'avait pas de responsabilité dans des trafics qui auraient pu causer la mort de ses parents, et Stills et ses collègues ne croient absolument pas que cette tragédie passée dans la vie de Russell et Shirley, donc la perte de leur fils qui a été sauvagement assassiné à Atlanta pour des affaires de drogue,
ait quelque chose à voir avec leur meurtre à eux. De plus, le tueur de Mark est toujours derrière les barreaux, encore aujourd'hui en 2023. Donc, pour eux, ils ont écarté aussi la piste de leur fils, qui du coup était la quatrième théorie, autant pour moi, j'ai continué dans mon récit, mais la quatrième théorie est donc qu'il y ait éventuellement des problèmes passés avec son fils qui avait eu des soucis avec la drogue, mais très peu croient en cette théorie. L'une des cinquièmes théories serait également un coup de la mafia. Alors oui, ça semble peut-être improbable comme ça, mais finalement pourquoi pas. Si Russell et Shirley Dermond n'ont pas été assassinés à cause d'argent ou d'une rancune personnelle, alors pourquoi quelqu'un se serait donné autant de mal pour emmener le couple hors de leur maison, dans l'éventualité où ils n'ont pas été tués chez eux, puisque c'est ce que les policiers pensent, les tuer donc en dehors de cette maison, jeter le corps de Shirley à des kilomètres de la maison des Dermond, et ensuite couper la tête de Russell. Ça semble tout de même assez étrange, notamment que quelqu'un s'est quand même embêté, après avoir tué Shirley, de lui mettre des poids pour qu'elle coule dans le lac. Et que la tête de Russell a été enlevée justement pour pas que la balle puisse être retrouvée. C'est tout de même vachement de travail effectivement pour des meurtres qui auraient pu être commis au hasard. Bien que encore une fois, ça reste tout à fait possible. On en a vu des meurtriers qui se sont donné un mal fou pour ne pas être pris. Donc finalement, ça reste tout de même possible. Et cette théorie concernant la mafia porte surtout sur le fait que Russell a donc été décapité, comme je vous l'ai dit, mais que sa tête n'a jamais été retrouvée. Et parfois, les victimes décapitées sont des preuves de mort pour montrer à quelqu'un que l'acte a bien été commis. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de même abordé la thèse de la mafia. Et personnellement, j'en doute quand même si, faut dire ce qui est, c'est tout à fait possible. La sixième théorie est un lien potentiel avec un cas similaire à New York, puisque le 9 novembre 2005, Lois Colley, âgée de 83 ans, a été retrouvée battue à mort dans la buanderie de sa maison à North Salem, dans le comté de New York. Elle était mariée à Eugene Colley, un franchisé de McDonald's d'une valeur de 100 millions de dollars, et donc comme dans l'affaire Dermond, les enquêteurs se sont retrouvés sans suspect et sans motif. Les deux cas partageaient quelques similitudes étranges, comme les deux couples étaient riches, il n'y avait aucun signe d'entrée forcée et les deux couples vivaient dans des communautés assez fermées, et rien n'a été pris de l'une ou l'autre des maisons, bien qu'il y ait tout de même assez d'objets de valeur à saisir pour se faire un beau petit butin. La similitude la plus choquante entre guillemets était que les deux maris étaient des franchisés de la restauration rapide. Pour cette raison, les enquêteurs ont examiné si le suspect dans l'affaire Colley se trouvait en Géorgie au moment des meurtres de Dermond, et cependant, malgré la similitude des crimes, trouver un lien entre les deux était un long chemin, et les enquêteurs ont déclaré qu'ils étaient probablement déconnectés, qu'ils n'avaient strictement rien à voir. Et en fin de compte, en 2016, Edras Marroquin Gomez, âgé de 34 ans, a plaidé coupable pour le crime de Lois et a exprimé dans le même temps le motif de son meurtre qui découle donc d'un différend avec la famille Colley. Il semble donc que finalement, ces meurtres n'avaient rien en commun et je pense que cette théorie on peut directement la jeter à la poubelle, même si certains ont décidé de la laisser en tant que théorie en disant que peut-être il y avait quand même des liens entre les deux. Pour ma part, je pense qu'il n'y a aucun lien du tout. En 2023, nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé et qui a commis ces abominables meurtres d'une violence inouïe. Et personnellement, je ne sais pas vraiment quoi penser de ces meurtres. Pour moi, la manière dont ils ont été commis me laisse vraiment très perplexe. Si les crimes sont liés à l'argent, pourquoi est-ce que rien n'a été volé ? Et si les meurtres n'étaient que des meurtres de hasard, pourquoi s'être donné vraiment autant de mal pour vouloir camoufler ces meurtres ? Que ce soit en décapitant Russell ou en cachant le corps de la femme à plusieurs kilomètres, je trouve ça tout de même très étonnant et je n'arrive vraiment pas à avoir d'idée là-dessus. Je trouve ça invraisemblable qu'aucune preuve ni indice n'ait été trouvé sur place et je pense que sans la tête de Russell, nous n'arriverons pas à découvrir le fin mot de l'histoire puisque la balle pourrait vraiment être un indice assez important dans cette affaire. Et malheureusement, je n'ai rien de plus à vous dire concernant cette affaire. Elle est littéralement au point mort, et c'est ce qui fait aussi que cette vidéo est assez courte, et que je vais vous laisser malheureusement dans le doute et dans le questionnement concernant celle-ci. Et c'est donc tout pour l'affaire de Shirley et Russell Dermond. Alors je sais que cette affaire est relativement courte, je sais qu'il n'y a pas de fin et que ça reste très frustrant, ça l'est également pour moi, mais comme vous le savez, si vous voulez que je puisse vous faire de longues vidéos dans le mois, il faut aussi que je puisse prendre un petit peu plus de temps et donc faire une vidéo un peu plus courte, ça m'arrange vraiment au niveau timing, ça me permet après de pouvoir passer plus de temps à travailler sur les gros scripts. Et puisque cette affaire je la trouvais tout de même assez intéressante, je me suis dit que
potentiellement elle pouvait en intéresser plus d'un d'entre vous. La violence de ces meurtres me laisse littéralement sans mots et c'est ce qui fait aussi que je trouve totalement incompréhensible ce genre de meurtre. Je reste sur le fait qu'un meurtre de hasard, un meurtrier qui passe par là et qui les tue eux par le pur des hasards, reste tout de même une théorie assez peu probable, puisque encore une fois, pourquoi se serait-il donné tant de mal pour camoufler les corps et camoufler tout indice et toute preuve de ce massacre? Je trouve ça assez étonnant. Après, un meurtre pour de l'argent, eh bien encore une fois, on peut se poser la question de pourquoi et qui l'aurait fait, puisque tous les enfants ont été enlevés de cette affaire, ne sont plus du tout considérés comme suspects, parce qu'eux-mêmes étaient pleins aux as. Alors, certes, il y a toujours cet appât du gain où tu te dis que t'en veux toujours plus, mais au point d'aller tuer leurs parents, surtout que c'est une famille qui est très croyante, qui est surtout très unie, donc ça n'a vraiment aucun sens. Ou un meurtre pour de l'argent qui a été encore une fois pris au hasard, et bien finalement, la maison n'a pas du tout été cambriolée, et pourtant, si c'était vraiment pour de l'argent, ces personnes auraient pu se faire de l'argent, ils auraient pu voler tout un tas d'objets de valeur, et puisque c'était des vieilles personnes qui ne pouvaient même pas se défendre, ils auraient pu tout simplement juste les cambrioler sans les tuer, et sans se donner autant de mal, justement, pour le décapiter et tuer cette femme à l'extérieur de la maison, et ensuite lui mettre des poids aux chevilles pour qu'elle coule. Enfin, quand tu vas cambrioler une maison, tu n'as pas forcément pour but de tuer quelqu'un, et souvent, les personnes qui sont mortes suite à un cambriolage, c'est vraiment le fouillis, c'est le bordel, et les personnes ne se donnent pas tant de mal pour camoufler les corps. Donc c'est vraiment une question très intéressante de savoir qui a tué ces deux personnes, et pourquoi. C'est surtout ça, c'est le pourquoi. Malheureusement, eh bien, je n'ai pas de réponse, et j'imagine que vous non plus, mais vous avez sûrement une petite idée, donc je vous laisse me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Si vous avez des théories, je suis tout oui. Avant de quitter cette vidéo, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, à vous abonner juste en dessous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!